Ça va? Yo. Remis de tes émotions d'hier. Ouais, ça va. Et où? Ça va. Et bienvenue sur la chaîne, je suis absolument ravie de lancer ce tout nouveau format avec un invité d'honneur pour la deuxième fois, mais bon, on ne dira rien. Les vrais savent dans les vlogs. Martin. Enchanté. Vous allez apprendre à connaître Martin, rentrer dans son intimité, parce que du coup là on est chez lui. Vous allez voir la vidéo, en gros, on va le suivre toute la journée, on va passer la journée ensemble. Martin a une histoire super forte et c'est surtout quelqu'un d'hyper indépendant, hyper intéressant et inspirant. C'est tout l'intérêt. Ouais, rien que ça, et on limite, mais bon. Non, vraiment, je suis super contente de t'avoir sur la chaîne. Gentil à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Même si c'est moi qui t'invite chez moi là pour le coup. Ouais, pour le coup. Pour commencer, déjà, petite présentation. Qui es-tu, Martin? Présente-toi à la team chouchou. Salut à tous, donc moi je m'appelle Martin Petit, j'ai 31 ans. Donc moi je suis comme toi, je suis créateur de contenu sur les réseaux. Alors sur YouTube, j'essaye mais faut tenir le rythme, faut penser quelque chose. En plus de ça, moi j'ai pas les doigts, on reviendra dans les détails après. Mais en tout cas voilà, c'est quelque chose que j'aimerais développer à terme. Par exemple, qu'est-ce qu'on trouve sur ton Instagram? Avant j'étais très sportif, je faisais beaucoup de courses à pied, je vivais sur la Côte d'Azur où je faisais mes études. J'étais en master en management du sport à l'IAE à Nice. Et juste avant la rentrée de mon M2, j'ai eu mon accident. Donc pareil, on reviendra dessus tout à l'heure. Et disons que je partageais déjà à l'époque un petit peu mon quotidien de sportif. J'aimais bien motiver les personnes. Je trouve qu'il y avait aussi ce cercle vertueux où quand je motivais les autres, ils me le rendaient aussi. Du coup, ça me poussait en fait à faire à chaque fois plus et davantage, etc. J'ai eu un accident le 21 août 2017 de plongeon à Seignos. Et ce qui se passe, c'est que 50-100 mètres plus loin de là où j'ai plongé, une heure avant, si tu veux, tu faisais 2-3 pas et tu avais du fond relativement rapidement. Et en fait, là où j'ai pas fait attention, c'est que l'endroit où j'ai plongé, j'ai couru en fait de ma serviette jusqu'à l'océan. Ouais. J'ai plongé, j'ai tapé la tête et en fait j'ai pas fait attention qu'il n'y avait pas de fond parce que j'étais pas très attentif parce que je venais de me séparer, j'étais un petit peu la tête ailleurs et du coup je me suis fracturé la cervicale C5 et j'ai une atteinte sur la moelle épinière au niveau C6, C7, donc on reviendra sur les détails après, et j'ai une tétraplégie qu'on qualifie de basse. Et donc pour revenir au réseau, ce qui s'est passé c'est que y a eu une fracture dans tous les sens du terme entre le moment où j'étais sportif et ce moment où je suis devenu tétraplégique. Au départ, je me souviens, j'ai écrit un texte, le premier, j'étais en réanimation 2 semaines après, j'avais pas eu mon téléphone pendant 2 semaines, où j'étais très motivé en fait à l'idée de me dire ok, ça m'est arrivé à moi et je vais en faire quelque chose et je vais récupérer, etc. Néanmoins, j'étais quand même partagé émotionnellement entre le fait de me dire voilà, ce qui m'arrive c'est quand même très compliqué à gérer. Ouais. Surtout que c'est un monde qu'à ce moment-là tu ignores totalement. Totalement inconnu, bien sûr. J'ai eu pas mal de soutien déjà à ce moment-là. Et après j'ai eu une période pendant 3 mois où j'ai rien posté. Ouais. Et j'ai écrit un deuxième texte. Ce deuxième texte que j'ai écrit, tu sens que je suis pas bien, ouais. que je suis mal dans ma peau, que j'ai besoin d'extérioriser des choses. Et en fait l'écriture permettait de faire ça. C'est un exutoire quoi. C'est un exutoire et en fait étonnamment j'avais beaucoup plus de facilité à m'exprimer sur mon portable et à mettre mon texte à la vue de tout le monde. Ouais. Que d'en parler à un psychologue ou à mes amis ou à mes parents, enfin ma famille. Je peux comprendre ça. Puis après, progressivement, en fait, j'ai gagné en visibilité sur les mois qu'on suivi. T'en as parlé très rapidement. Ouais. Je trouve ça super fort. On est tous différents et puis moi, ça m'a fait du bien en fait d'en parler. Ouais, mais c'est ça qui est trop bien. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, ça me faisait du bien, que c'était accueilli de manière positive par les gens. Et puis après, j'ai rencontré des personnes aussi qui étaient dans nos situations en fauteuil, qui ont vécu des accidents avant nous. Et en fait, ces gens-là m'ont apporté énormément de réponses à des questions que je me posais. De la même manière que moi, je me suis posé des questions, maintenant, je suis sur les réseaux et j'essaye d'apporter du contenu qui peut montrer qu'on peut vivre en fauteuil, sensibiliser les gens qui ne connaissent pas, et puis aussi rassurer des personnes à qui ça pourrait arriver que la vie est envisageable. Moi, quand j'ai eu mon accident, j'avais pas justement de modèle comme toi à l'époque. Sur les réseaux, on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, on parle du handicap, que ce soit dans les médias, sur les réseaux, grâce à des personnes comme toi. Et je trouve ça génial parce que il y a 18 ans, c'était pas du tout le cas et tu te sentais vachement seule. Donc au contraire, je trouve que ça insuffle beaucoup d'espoir. Libre à chacun de me suivre ou pas. Évidemment, mais tu as beaucoup de monde qui te suit justement. Tout à l'heure, tu parlais du quotidien, etc. Donc toi, tu vis tout seul, donc à Bordeaux, comme tu l'as dit. Tu vis en appartement, tu es totalement indépendant. Donc je rappelle, Martin est tétraplégique et je trouve ça génial, c'est pour ça que je voulais aussi faire ton portrait entre guillemets, j'en ai dans cette avis, tu sais. Parce que je sens qu'il y a un peu le cliché, tu vois, de la personne soit paraplégique, soit tétraplégique, et toi tu es hyper indépendant. Ouais. Et moi c'est vrai que c'est aussi été, je suis honnête, ça a été une des premières choses qui m'a sauté aux yeux quand je t'ai rencontré.
J'ai fait un média Loopsider et quand tu vois les commentaires sur Facebook, les gens savent mieux que toi ce que tu as, ils sont neurologues et ça c'est aussi une difficulté pour moi, c'est que moi je suis tétraplégique, j'ai une grosse autonomie, donc du coup je suis pas paraplégique parce que j'ai pas l'usage des doigts, donc moi je suis un peu le cul entre deux chaises, ce qui est assez le comble pour une personne en fauteuil roulant. Et la moelle épinière c'est la continuité du cerveau, il y a 31 paires de nerfs rachidiens, cervicaux, vertèbres, lombaires, le coccyx, les sacrés. Et en gros, chaque paire innerve un groupe musculaire ou un muscle en particulier. Les 8 premiers niveaux, c'est de la tétraplégie. Pour faire simple, moi je suis C6, C7, donc tout ce qui est au-dessus, ça fonctionne. Tout ce qui est en bas, ça fonctionne pas. Je suis paralysé à partir des pectoraux jusqu'au doigt de pied. J'ai pas l'usage des doigts, donc c'est ce qui caractérise mon atteinte des 4 membres. En gros, moi ce qui me reste, c'est le releveur du poignet, le biceps, les épaules, les trapèzes, un peu le haut du dos, le cou, la tête évidemment. Un effet qu'on appelle l'effet ténodèche chez les tétraplégiques. Quand vous prenez votre main, je suis sûr que tous les gens sur la vidéo vont le faire. En gros, tu fais ça et en fait, tu vois, naturellement, tes doigts se rétractent. Ouais. Et c'est ce qui permet en fait à un tétraplégique d'avoir la pince. Et moi, l'association de ma ténodèse plus mon mouvement du pouce, tu vois, j'arrive à avoir une pince qui est un petit peu meilleure. Ouais. Et après, tu vas voir, on montrera dans la vidéo, j'ai aussi des objets qui me permettent de... Bien sûr. J'avais vlogué un jour, c'est quand on avait fait la première vidéo, et j'avais vlogué la partie où il nous montrait justement comment il se mettait en station debout grâce à la spasticité. Le premier, tu y arrives à chaque fois. Je me concentre un peu. J'y arrive, mais après, tu vois, genre, je fais gaffe parce que là, ça peut se déclencher d'un coup l'espace. Et si ça se déclenche d'un coup, genre au niveau des psoas, genre ça me plie en deux d'un coup. Moi, j'étais en admiration, genre je trouve ça... Non mais c'est vrai, c'est la première fois que je voyais. Je sais que la spasticité, parce que j'en ai aussi, mais beaucoup, vraiment moindre que toi. Enfin, au quotidien j'en ai plus que toi, mais je peux pas l'exploiter moi pour mettre debout par exemple. Mais justement, et c'est là aussi on est tous différents, voilà, c'est que toi tu as une lésion complète, donc toi tu n'as pas la sensation. Donc vu que tu n'as pas la sensation, tu sais pas comment ça se contracte. Moi si ça se contracte d'une certaine manière et que ça me met en danger, je vais le savoir tout de suite. Ouais voilà, c'est ça qu'il faut. Alors déjà pour commencer on va mettre un petit peu de lumière. Ok Google, allume la petite lampe et la cuisine. J'attends. Ok, j'allume les 2 lumières. Ah, tout est connecté chez moi. Déjà ça commence comme ça, tout déjà, est connecté. Déjà on va commencer par l'entrée. Ouais. J'ai une serrure connectée, ma porte s'utilise normalement. Ok. Et en fait j'ai une serrure connectée donc je peux la fermer avec Google. Et en fait ce qui est bien c'est que j'ai une application aussi. Et en gros ce qui est pratique pour moi vu que j'ai pas l'usage des doigts, je peux ouvrir avec l'application quand je reviens de dehors. Ou je peux fermer via l'application. C'est trop pratique ça. Donc ça c'est bien, ça m'évite de galérer avec la clé etc. Comme vous pouvez le voir j'ai la cuisine qui est ouverte dessous, qui est ouverte en dessous pour pouvoir mettre les jambes. Donc ça me permet d'accéder au lavabo. Puis il y a un truc qui est super chez moi, c'est que pour le rangement, j'ai ça, j'ai une petite truc là. Alors c'est mécanique, c'est pas électrique parce que sinon c'était trop cher. Je l'avais installé quand j'étais arrivé parce que ça me permettait d'optimiser au niveau du rangement. Et tu vois, ça me permet de... Trop bien, comme ça tu peux accéder. Ouais, alors c'est un petit peu lourd. Et t'as un avantage, c'est que tu es très grand. Alors que moi, j'ai les bras plus longs. Voilà, t'as les bras légèrement plus longs que moi. Moi, je garde quand même les auxiliaires au quotidien pour gagner en énergie et en temps. Mettre quand même, tu vois, là, je vois le linge qui a été étendu, je peux le faire, mais quand je le fais, bon, je mets 1h30, avec elle, je mets un quart d'heure. Et en gros, là, j'ai gardé ça pour avoir quand même mon autonomie quand des fois je les annule ou quand je suis en déplacement, je reviens, elles sont pas forcément là. Un aspirateur connecté aussi. Connecté, donc ça c'est vraiment chouette. Je gère tout avec l'application. Ce qui est bien, c'est que j'ai ça pour pouvoir m'équilibrer. Ça me permet de poser mes mains. Et en fait, la petite roulette qui est là, j'ai ça me permet de diriger la souris sur mon écran. Bien. Donc tu vois, genre j'ai 2 gros boutons. Donc ça me permet de faire le clic gauche et en même temps faire ma souris. Là où c'est plus compliqué avec une souris classique parce que là, encore une fois j'ai les doigts qui sont toujours comme ça, donc c'est un peu plus compliqué. Et du coup je vais vous emmener dans la salle de bain. Yep. Bon, salle de bain classique de PMR, hein. J'ai ma chaise percée pour pouvoir me doucher. Avec tu vois la barre de soutien. Bon je m'en sers pas forcément, j'en ai pas forcément besoin mais ça m'aide quand même. Tu vois je peux passer en bas. Bon c'est un peu le bordel parce que j'ai pas pu tout ranger. Puis après il y a aussi une réalité, c'est que quand mes roues de fauteuil sont mouillées et que je me transfère, ça dégueulasse. Ça dégueulasse tout. Ouais, moi c'est pareil, c'est tout blanc et. Le bac à douche. Ah, c'est le premier truc que tu vois. C'est ça dont on parlait. C'est ça la pince. La fameuse. Et en fait tu vois c'est relevé, j'ai mon releveur. C'est relié par un câble. Ça me permet de serrer. Donc tu vois quand je veux aller récupérer un truc qui est un peu minutieux et que je galère, tu clips, je peux le prendre. Tu vois je relève le poignet. Et puis pour relâcher, je relâche le poignet et ça tombe. Je peux mettre des fois dans ma penderie. Ah ouais, toi tu y arrives, c'est cool ça. Et après donc j'ai ma terrasse qui est là. Alors il y a quand même un petit seuil, faut réussir à le... Ah ouais, t'as un petit... j'avais pas fait gaffe. J'ai un petit seuil, faut réussir à le passer. C'était l'hiver, donc pour le moment je m'en suis pas trop... Oh, évident hein. Je suis une bête.
J'ai eu de la chance d'y arriver. Elle est pas très grande, mais tu vois, ça me permet d'entreposer un peu mon matos. Tu vois, Tous tes véhicules, tous mes véhicules. c'est ton garage. C'est un peu ça, ouais. Bah, du coup, j'ai mon fauteuil électrique. Ouais. Donc ça, je l'utilise quand je suis fatigué, quand Ok. il pleut. Au quotidien, tu préfères utiliser un fauteuil manuel? Franchement, depuis que j'ai l'électrique, je t'avoue que je l'utilise pas mal l'électrique. Parce Ouais. que c'est reposant. Je garde quand même le manuel pour essayer de me pousser et Ouais, je tu comprends. vois, de conserver une forme d'activité. Non, je comprends. J'ai ma petite trottinette électrique. Ouais, elle est là. Quand je vais à Paris, par exemple, j'utilise ma trottinette. Je la laisse Ah par ouais. exemple à l'hôtel. Tu l'amènes à Quand je- Paris? Pour me déplacer, parce que tu sais, Ouais. genre à Paris, manque d'accessibilité, pas de métro. Catastrophe. Cata, et du coup, ça me permet d'utiliser les pistes cyclables et de me déplacer de manière plus autonome, plus vite, Ok. et puis pas être dépendant des transports. En tout cas, tu es hyper équipé. Voilà, suréquipé. Ouais, suréquipé pour affronter La vie d'Andy. Ouais, la vie d'Andy. Pas facile tous les jours. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille manger. Ouais. Parce qu'on a très J'ai faim. faim. Allez, c'est parti, let's go. On a mangé Au petit Vietnam. au Petit Vietnam. C'était ma première fois, c'était super bon. Ouais. Ouais, c'était une adresse de Martin. On Voilà. valide. Toujours de bons conseils. Toujours, allez-y. J'aimerais bien savoir, est-ce que tu expliques aussi, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, c'est est-ce que tu replonges un petit peu à la période où tu as eu ton accident, le après? Tu sais que t'as bien choisi ton mot là. Ouais. J'ai un accident de plongeon, t'as dit de te replonger dans. L'humour d'handicapé, on adore. Quand tu as eu ton accident, est-ce que tu as eu une période, par exemple, de dépression? Tu as mis du temps à accepter le handicap, etc. Bref, comment tu as vécu les choses? J'étais très partagé entre deux émotions. La première, c'était de me battre et de me dire ok, ça m'est arrivé à moi et je vais en faire quelque chose. Et en plus de ça, vu que j'avais une tétraplégie incomplète, peut-être que je vais récupérer. Donc je vais me battre pour ça. Et l'autre émotion, c'est celle où effectivement je vis très difficilement ce qui m'arrive, je perds tous mes repères, je sais pas comment je vais m'en sortir. En plus, j'ai vraiment le contre-coup 6-7 mois après où j'avais récupéré 2-3 trucs, où je me suis dit j'espérais un petit peu récupérer T'avais davantage. l'espoir un peu. Ouais, j'arrive à bouger mon orteil et tout. Bon, malheureusement, bouger son orteil, ça permet pas de marcher. Et en fait, au bout de 6-7 mois, tout s'arrête. Et là, il faut vraiment se mettre un coup de pied aux fesses et faire le deuil de sa vie d'avant. Là, j'étais vraiment dans une période très compliquée Ok. où j'ai vécu une phase de dépression. Ouais, tu l'as vécu. Vu la manière dont je me comportais, je rigolais beaucoup moins. Oui, voilà, plus toi, quoi. C'était je- pas le Martin. Ouais, complètement. Je souriais plus du tout. En plus, j'avais fait l'erreur d'arrêter les comment on appelle ça, les antidépresseurs du jour au lendemain, ce qui est une très mauvaise idée. Ouais, je m'en doute. Et donc après, je les ai repris et puis progressivement, j'ai arrêté jusqu'à la sortie du centre. Ok. Voilà, pour me sevrer un petit peu. Et voilà, après, il n'y a aucun mal aussi à ça. C'est que dans ces moments-là, je pense que. C'est une aide C'est comme une une aide. autre et elle existe, elle est là et il faut pas en avoir honte si on en a besoin. Exactement. Et je pense que c'est important aussi de le dire parce Ouais. que il n'y a aucun mal à faire des dépressions, il n'y a aucun mal à Absolument prendre pas. des antidépresseurs. Si ça peut aider à un moment donné de nos vies, Ah mais bien sûr, je rajouterai pas grand chose de plus. Enfin, je sais que la question aussi, elle s'adresse à moi, mais je l'ai vécu aussi. Moi, mon accident, il remonte à beaucoup plus loin que celui de Martin. Moi, c'était en 2005, donc ça date davantage et j'ai pas du tout eu le même recul que Martin. J'ai pas du tout vécu les choses à ta façon. Après, j'étais beaucoup plus jeune, donc ça ajoute. Moi, j'avais 14 ans, donc moins de maturité, tu vois, pour ça. J'étais dans le déni assez longtemps après mon accident, donc dépression pendant assez longtemps. Et je me reconnaissais pas, pareil, tu vois, j'étais plus du tout la Elsa d'avant, qui était hyper positive, coquette et tout, plus du tout. Donc je l'ai connue, j'ai été sous anxiolytique pendant longtemps, sauf que en fait, quand tu commences et que t'es pas encadré, moi j'ai fait l'erreur de me raccrocher à ça et d'en prendre pendant des années. Et le sevrage a été plus Et le compliqué. sevrage a été horrible. Ça a été horrible. J'ai mis 2 ans pour me sevrer, j'ai été à l'hôpital, j'ai été hospitalisée. J'ai eu tellement peur parce que les symptômes sont horribles. Et c'est pour ça, moi, ça a été une leçon mais de vie énorme. Et puis c'est bien de délier la parole et puis d'en parler, parce que toi tu l'as vécu d'une certaine manière et moi aussi, et en fait on se rend compte que tu vois on en a eu besoin chacun l'un et l'autre. Peut-être que voilà, ce que tu vas dire toi ça va faire écho en quelqu'un, et ce que je dis moi ça va faire écho À d'autres. À d'autres. Ouais, complètement. Qu'est-ce que votre handicap vous a apporté de positif? Je trouve que c'est une belle question. Assez étonnamment. Avant, je faisais beaucoup de musculation, de sport. Je répondais à certains standards, j'étais grand, musclé. Donc voilà, j'avais entre guillemets tout pour moi. Et ce qui est assez rigolo, c'est que j'avais moins confiance en moi à l'époque Ah ouais? que maintenant. Parce que c'est ce que j'explique aussi souvent, c'est que quand tu es en fauteuil roulant, vu qu'on est plus bas que les autres, tu es obligé de t'affirmer d'une autre manière. Donc comment tu t'affirmes, C'est vrai. c'est dans la façon de t'exprimer, la façon dont tu as d'interagir avec les gens.
Et vu que les gens en plus te parlent à hauteur, il y a un peu ce rapport de force qui se fait. Ouais, complètement. Mais moi j'ai pris beaucoup plus confiance en moi maintenant. Moi, je dirais pas la confiance en moi, pas forcément. Je me retrouve pas sur ça. Je suis pas la fille la plus confiante en soi, mais bon, ça va. Par contre, un truc, c'est que ça m'a apporté énormément de détermination. J'ai beaucoup plus de recul. Je sais que j'ai les épaules hyper solides et que s'il m'arrive un truc costaud demain, j'ai quand même les épaules pour l'affronter, tu vois, et je suis quand même solide pour plein de trucs. Alors, j'ai l'impression de l'être un peu moins en prenant de l'âge. Genre sur certains trucs, tu vois, je suis plus sensible qu'avant et tout, mais au fond de moi, je sais que je suis déterminée. Et voilà, comme tu dis, je suis forte, quoi. On se découvre une détermination et une force. Et alors c'est un peu un mauvais jeu de mots, mais je pense qu'on est, parce que du coup on touche pas le sol, mais on est plus terre à terre. Moi je suis comme toi. Ah ouais, complètement. J'ai les épaules solides pour beaucoup de choses. Sens-tu que parfois ton autonomie est limitée pendant les voyages par exemple, au quotidien? Je me suis découvert un nouveau corps, une nouvelle manière d'interagir avec lui. Et en fait maintenant j'arrive à tout faire tout seul. Je peux m'habiller, je peux aller aux toilettes, je peux conduire, enfin je peux vraiment tout faire tout seul, faire la cuisine et tout. Par contre, il est vrai que je garde des auxiliaires ou des aides-soignants, infirmières le matin pour me soulager parfois parce que c'est vrai que chaque tâche elle est énergivore parce que j'ai pas les doigts et puis que ça prend du temps aussi. Ouais. Donc j'essaye quand même de me garder ce confort-là. Et tu vois, même des fois, tu me le dis toi-même que je fais des choses tout seul que toi t'oses pas faire. Ah ouais, mais complètement. Moi, il y a plein de trucs que j'aimerais pouvoir faire, mais c'est pas que j'en suis pas capable, moi, si, j'en suis capable, mais moi, je manque tellement de confiance en moi, c'est horrible. Après, si je peux me permettre aussi, il y a un truc que tu peux rajouter, c'est quand on est en fauteuil, en fait, tout prend tellement de temps et d'énergie. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure, ne serait-ce que faire des vidéos, mettre le trépied, mettre le micro, mettre le si, faire l'autofocus et tout. Ouais. En fait, chaque tâche, elle est tellement on met plus de temps qu'une personne lambda. Voilà, exactement. Valide. Et en fait, on se décourage. Moi, je me décourage énormément, bien souvent, même quand je mange, etc. Mais ouais, ça me décourage tellement que je le fais pas finalement. Non, je peux comprendre. Et encore, je trouve que tu en fais déjà énormément. Oui, après, notre autonomie, évidemment qu'elle est limitée, comme l'explique Martin. C'est évident, elle est limitée pour certaines tâches. Au quotidien, je me sens pas tant limitée que ça, du moins chez moi, parce que tout est accessible et j'ai la chance d'être autonome sur quasi tout, sauf le ménage du sol, mais j'ai mon robot. Après, moi, à partir du moment où je sors de chez moi, dans ma ville, c'est pas du tout accessible. C'est pas une grande ville comme Bordeaux, par exemple, où tu sors, t'as le tram, toutes les commodités et où tout est quasi accessible. Chez moi, c'est pas du tout le cas. Donc seule, ouais, là par contre, je me sens hyper handicapée chez moi, à l'extérieur, tu vois, parce que j'ai besoin de quelqu'un. Il y a des trottoirs, il y a des trous. Toute seule, je peux pas. Et en voyage, ça dépend de la destination. Ouais. Tu vois, par exemple, on est allé à Porto, j'irai jamais toute seule. Ouais. C'est full pavé, j'ai pas l'équipement du fauteuil comme toi. Donc forcément, là aussi, mon autonomie, elle est limitée. Mais après, sur les actes du quotidien, je gère. C'est sur les à côté, quoi. Puis c'est vrai que, bon après moi c'est pareil, le voyage en général je le fais accompagné. Après par contre c'est vrai que je me refuse certaines choses à faire parce que je suis en fauteuil, parce que ça manque d'accessibilité. Ouais, par contre je vais essayer quand même de dépasser ça parfois, de me dire ok j'y vais et au pire je le fais différemment, peut-être moins longtemps. La question que tout le monde se pose. La question, avec la voix de Jean-Luc Reichmann. La question la question in, c'est la fameuse question coquine. Alors évidemment, tout le monde veut savoir, n'est-ce pas difficile d'avoir une sexualité ou une vie de couple avec quelqu'un quand on a un handicap physique? Quand on est jeune, on est très porté sur le physique. Ouais, et c'est normal. Et c'est normal parce qu'on est dans une quête d'identité, on se construit, etc. Et c'est vrai que, tu vois, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Moi, la confiance, vu que j'en ai davantage maintenant, je pense qu'elle est plus séduisante que ne pouvaient l'être finalement mes abdos. Totalement d'accord. Et je trouve que moi, j'ai eu plus de facilité déjà à moi à être à l'aise avec la jante féminine depuis que je suis en fauteuil qu'avant, tu vois. C'est fou ça, tu vois. Ouais, j'avais pas conscience de mon potentiel, maintenant j'ai conscience. Comme quoi? Je plaisante. Non, et puis tu vois, ça m'empêche pas d'être en couple, ça m'empêche pas de vivre ma vie, de vivre une sexualité qui est certes différente, mais qui est pas pour le moins épanouissante. Et puis après, c'est le compromis. Après, c'est des adaptations. Voilà, à deux. Et puis je pense que ça, c'est valable dans tous les couples en fait. Soit valide ou pas, dans tous les cas, t'as des adaptations, des concessions, des discussions à avoir. Beaucoup de communication. Ouais, c'est la base. Je pense, et surtout quand tu es dans un couple où une personne est valide
l'autre est handicapé, peu importe le type de handicap, la communication pour moi c'est le b.a.-ba de tout. Que ce soit dans le couple, que ce soit pour la sexualité, que ce soit pour tout, c'est tellement important. C'est verbaliser ce qui va pas, ce que tu attends, ce que l'autre attend, etc. On a tous des difficultés dans nos relations, que ce soit couple, amitié. Enfin, si tout était linéaire tout le temps, il n'y aurait pas de conflit dans le monde, il n'y aurait pas tout ça. Donc, Ah ouais. si déjà des fois tu te boucanes avec ta famille ou ta copine ou ton copain, Ouais, c'est c'est clair. que c'est normal, on est humain, tu vois. Genre. Ouais, Mais après, la communication, comme tu dis, elle est importante pour justement pas que ça prenne des proportions trop importantes et puis comment tu composes avec ça finalement. Ouais, complètement. Et je pense que tout le monde peut s'y retrouver de toute façon. Oui. Bon, en tout cas, le handicap n'empêche pas l'amour. T'en es la preuve, j'en suis la preuve. On n'est tellement pas les seuls. Oh non, et puis après, C'est le cliché. ça fait le tri aussi, tu vois. Genre, s'il y a des gens qui. Moi, je peux comprendre, hein. Tu sais, genre que ça soit compliqué pour certaines personnes d'envisager une relation avec quelqu'un. Ça l'a été pour moi pendant super longtemps. Vraiment, moi Mais pendant après, je pense des qu'il y a années. aussi notre propre perception où on se met nous-mêmes des barrières. Ouais. Ah, Et mais à oui. partir du moment où tu les as dépassées, tu te dis. Ah, c'est le jour et la nuit après. Voilà. Moi, je me mettais des barrières. Je voulais pas imposer mon handicap à un homme. Parce que pour moi, c'était égoïste, tu vois. Et c'était mon discours à l'époque qui a duré un moment. Et maintenant, j'ai plus du tout le même discours. Mais j'avais pas cette maturité. Et j'avais pas du tout confiance en moi. Et bon, après, la vie fait qu'on évolue, tu vois. Et comme tout le monde. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, genre, tu dis, toi, tu l'as vraiment. Moi, j'ai, tu vois, genre, un discours positif là, Ouais. dans ce que je te dis, mais c'est vrai que des fois, genre, que ce soit d'ailleurs avec mes amis, ma famille et tout, c'est que des fois, je peux avoir ce côté de culpabilité où je me dis, je vais l'empêcher de vivre intensément le moment qu'il pourrait vivre, parce que avec moi, il pourra pas monter en haut de la montagne, ou il pourra pas. C'est exactement ce que je me disais, moi, avant, tu vois. Après, voilà, la personne qui est avec toi, elle accepte aussi cette part de réalité. Et des fois, il vaut mieux être avec quelqu'un de bien Ouais. que quelqu'un qui te tape sur la tronche et Ah, puis c'est clair. finalement que tu peux te balader sur la plage avec, quoi. Ouais, non, c'est clair. Le handicap n'empêche pas l'amour et au contraire, je Non. pense que c'est aussi la différence qui crée de la richesse dans les échanges. Qui renforce aussi, parce Qui que renforce. du coup, enfin, c'est pas que tu traverses des choses, mais tu fais face à des problématiques que tu ferais pas face en temps normal avec une personne valide. Et je trouve que ça rapproche vachement, en fait, et ça met beaucoup de confiance dans le couple aussi. Ouais, moi, c'est vrai que la confiance, je l'ai beaucoup, tu vois, avec Marie, Ouais. dans mes précédentes relations aussi. Et étonnamment, elle arrive très vite. Parce que je cherche pas à tricher en fait sur mon handicap. Je montre mes difficultés, ça te plaît pas. Ouais, voilà, après, Et après, elle tu- accepte, elle accepte Voilà, pas, c'est bah, Mais bon, tu vois, genre, après, je pense qu'il y a une question d'âge aussi. ça y fait énormément. Enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis dans mes J'ai jamais eu de relations. mauvaises expériences, Non. entre guillemets, quoi. Enfin, J'ai jamais eu de ressentiment, comme quoi on m'aurait fait ressentir que j'étais handicapé. Peut-être qu'on me l'a pas dit pour pas me vexer. Je sais pas, j'ai jamais ressenti le moindre malaise par rapport à ça. pour rebondir, moi, quand j'ai mon accident, donc à 14 ans, bah, pour moi, 14 ans, c'est l'âge où tu te construis, Ouais. où tu fais t'as tes premiers copains, etc., tes premières sorties. Et bah, moi, tu vois, à partir de ce moment-là, c'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal aussi à accepter beaucoup de choses, tu vois. Je Ta me suis construction dit, est complètement différente. elle est complètement différente. Et je me suis dit, bah, jamais un garçon ne s'intéressera à moi parce que c'est pas possible. Enfin, à 14 ans, t'as pas la maturité pour te dire que tu peux envisager une vie de couple en étant en fauteuil, tu vois. Et à l'époque, on n'en parlait pas et on voyait pas des personnes en couple en fauteuil, quoi. Donc, encore plus, tu vois. Donc, c'est marrant quand tu vois à l'époque, maintenant, ça a changé. Mais toi, tu dis ça à ton âge, mais moi, pareil. Hein. Moi, à mes 25 ans, quand j'étais en centre de rééducation, je me souviens que pour moi, je me disais, c'est terminé. Ouais. Je Ah vais, ouais. je vais plus jamais être en couple. Et en plus, ce qui était rassurant, tu vois, on parlait des réseaux. Mm. Moi, genre, j'étais tombé sur des Américains qui avaient un métier, une femme, etc., et qui vivaient leur vie normalement. Ouais. Et en fait, bah, tu te projettes et ça t'aide aussi à avancer, tu vois. Ouais. Et tu vois, des fois, ne serait-ce que partager ton quotidien, ça permet de combattre aussi les idées reçues. Ah, mais complètement. Et c'est différent, c'est sûr. Mais ça veut pas dire que c'est moins épanouissant. Ça veut pas dire que ça vaut pas le coup d'être vécu. Exactement. Bon, et bien on arrive à la fin de cette vidéo / journée, Martin. Franchement, c'est trop cool, on a trop parlé. J'ai jamais autant bu, je crois, ça fait 1000 ans que j'ai pas autant bu aujourd'hui. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais aujourd'hui j'ai bu Pas d'alcool. un thé glacé et 50 centilitres d'eau. Faut que je te vois plus souvent pour boire plus. Du coup, on va se quitter à nouveau chez Martin, mais avant, j'avais une petite dernière question à te poser. C'est un peu la question signature, j'ai envie de te dire, et j'ai hâte de voir ce que tu vas répondre. Comment voudrais-tu que les gens se souviennent de toi? C'est une bonne question. On me l'a jamais posée. Ah ouais? Ouais, non, en vrai, c'est une question qui est ultra pertinente. Mon accident, il a été compliqué.
Et finalement, j'ai envie d'en faire quelque chose de plus grand que moi. Donc je pense que j'ai une part de revanche déjà personnelle sur le fait d'aller de l'avant, de mettre des défis, d'avancer dans ma vie pro, perso, etc. J'aimerais marquer l'histoire, c'est ce que je dis souvent, et c'est pas forcément en mode ultra prétentieux. Ouais. C'est plus en mode je galvanise un petit peu de l'énergie en moi. Et en tout cas, je me mets en tête que ça va être le cas et je fais tout pour que ce soit le cas. Cette manière de penser m'oblige à aussi être performant et à me développer en tant qu'être humain. Tu vois, devenir une meilleure personne, faire des choses plus ambitieuses, être plus efficace, plus efficient dans ce que je fais. On va comme réponse. Je pense que c'est une réponse plus que parfaite et détaillée. Non, vraiment, merci beaucoup. Vraiment. Et je vous remets encore une fois tous les réseaux de Martin en barre d'infos. Donc allez-y, allez le voir, allez le soutenir, allez vous abonner, le suivre, tout ce que vous voulez. On se revoit. On se perd pas de vue. On se perd pas de vue. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à commenter et voilà. Et à vous abonner. Et à vous abonner. À la chaîne de Elsa Makeup. C'est bon pour l'algorithme. Exactement. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Allez. Coucou. Et c'est nous les handicapés. Attends, je la refais. Il y a un gros bouleversement, je vais la refaire, parce que je l'ai mal dit. Martin, déjà arrivé. Moi, je veux pas tomber dans mon cul. Ouais, elle a peur de se faire une cheville. T'es sûr? Ouais. Attends, j'ai bougé avec le... Tu crois que ça va s'entendre? J'ai fait ça. Dis-moi, c'est quoi déjà? Allô? Tanguy, écoutez. Comment? Alors, attends, tu me fais... T'inquiète. Il y a eu un gros bouleversement... Ah, attends. C'est dur à dire. C'est dur. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, après les vocalistes. Comment vous... Ah, c'est... Merci. Ça fait un pouce en l'air. Ah ouais? J'ai pas vu. C'est dur, quand ça va même pas, moi ça me... Et puis quand tu commences une fois après, oh là là.